Des décennies se sont écoulées depuis que Star Trek nous a emmenés avec audace là où personne n'était allé auparavant. L'interprétation du capitaine Kirk par William Shatner a cimenté son héritage dans l'histoire de la télévision. Mais selon Shatner, la vie sur le plateau de tournage de Star Trek n'a pas toujours été aussi harmonieuse qu'elle le semblait à l'écran. À 93 ans, William Shatner se confie enfin sur les drames, les secrets et les moments inattendus qui se sont déroulés dans les coulisses. Préparez-vous à entendre les histoires inédites du plateau de tournage de cette série emblématique. Étiez-vous un fan du capitaine Kirk et de l'équipe originale de Star Trek? Tapez 1 pour oui ou 0 pour non dans les commentaires et partagez vos meilleurs souvenirs de Star Trek. Quelles décisions secrètes ont fait de Shatner l'homme le plus détesté du plateau? Restez dans les parages, car ce n'est pas l'histoire de Star Trek avec laquelle vous avez grandi. Début. Même sa naissance a été extraordinaire. À l'époque, une chute de neige record recouvre Montréal. Sa mère a dû accoucher à la maison en raison de l'état des routes. Sa vie semblait destinée à commencer par une histoire marquante. La passion de Shatner pour la comédie est évidente dès son plus jeune âge, à l'âge de 8 ans. Il s'inscrit dans une école d'art dramatique dirigée par une célèbre actrice canadienne. Il commence à se produire professionnellement à l'âge de 10 ans. Il a fait ses débuts dans l'émission radiophonique The Magic Flute, diffusée sur la chaîne CBC. Quelques années plus tard, il a été félicité pour son interprétation de Tom Sawyer dans une production théâtrale locale. On lui prêtait une présence théâtrale bien au-dessus de son âge. Le caractère unique de Shatner est immédiatement perçu. Shatner s'inscrit à l'Université McGill en 1948. Il finit par reconnaître qu'il assiste rarement aux cours et qu'il n'est pas le meilleur élève. Malgré ses difficultés scolaires, il excelle dans le programme théâtral de l'école. Il crée et joue dans une pièce de théâtre étudiante qui fait sensation en 1950. Même le CBC, où Shatner a fait ses débuts à la télévision, l'a remarqué. Shatner prend la décision audacieuse de s'installer à New York en 1956 afin de poursuivre sa carrière d'acteur à plein temps. Lorsqu'il est engagé dans la production de Broadway de Tamburlaine the Great, c'est la première fois qu'il se fait remarquer. La production se termine après seulement 20 représentations, ce qui signifie qu'elle n'a pas duré longtemps. Néanmoins, il s'agit d'une avancée significative pour un jeune acteur sans formation officielle. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, Shatner commence à faire des apparitions à la télévision après Broadway. Il est partout. Il a participé à des émissions telles que The Defenders, The Outer Limits et Alfred Hitchcock Presents. Cependant, c'est The Twilight Zone qui l'a le plus marqué. Dans The Nick of Time, en 1960, il a interprété un homme qui faisait une fixation sur une machine à prédire l'avenir. Il a ensuite joué le rôle d'un homme effrayé par un monstre étrange sur une aile d'avion dans le film Nightmare at Fenwizen Feet, 1963. L'habileté de Shatner à dépeindre des personnages au bord de la panique a été démontrée dans ses interprétations. Des vaisseaux télévisés positifs. Dans une approche totalement différente, Shatner est passé tout près de devenir une star de la télévision en 1963. Il joue le célèbre conquérant dans un pilote pour la série télévisée Alexandre le Grand. Adam West, qui deviendra Batman, fait également partie de la distribution. L'Alexandre de Shatner mène son armée contre les Perses à la bataille d'Issus, qui est le sujet principal du pilote. Cependant, la série n'a pas été retenue par la chaîne et le pilote n'a été diffusé sous forme de téléfilm qu'en 1968. Le cours de la carrière de Shatner aurait pu être très différent si l'émission avait continué. Il n'aurait peut-être pas donné naissance à Star Trek. William Shatner a été nommé Capitaine Kirk en 1926, mais il n'a pas été facile d'obtenir ce poste. Star Trek a d'abord eu un commandant différent. Le premier pilote, The Cage, met en scène Geoffrey Hunter dans le rôle du capitaine Pike. Au lieu d'annuler la série, NBC adopte une approche non conventionnelle après avoir rejeté le pilote, sous prétexte qu'il était trop lent et trop cérébral. Un second pilote avec un nouveau personnage principal a été demandé. C'est ainsi que l'opportunité s'est présentée à Shatner. Shatner travaillait sur d'autres projets à New York à l'époque. Il reçut un appel pour observer le pilote qui avait été refusé. Bien qu'il ait trouvé les performances trop sérieuses, il en a apprécié la qualité.
Hunter prend rapidement la décision de ne pas y retourner. Sur le papier, c'est parce qu'il veut se concentrer sur le cinéma. Approche de Kirk. Plus tard, cependant, Shatner a laissé entendre que l'histoire aurait pu être plus complexe. Quoi qu'il en soit, Shatner a comblé le vide laissé par le poste de capitaine. Shatner est conscient qu'il doit distinguer le capitaine Kirk. Il voulait que Kirk soit vraiment ravi de s'aventurer dans l'inconnu, qu'il soit curieux et impressionnant. Mais il voulait aussi que Kirk paraisse accessible, comme un capitaine de navire décontracté. Au lieu de donner des ordres rigides et formels, il a imaginé Kirk comme quelqu'un qui pourrait dire « Hey, George, tourne à gauche ». Le public a pu s'identifier à Kirk en raison de son authenticité et de son accessibilité. Shatner s'est inspiré de deux personnages pour modeler le comportement de Kirk. L'un d'eux était le célèbre personnage naval Horatio Hornblower, réputé pour son courage et son esprit. L'autre est Alexandre le Grand. Shatner a apporté un peu de cet enthousiasme à Kirk grâce à son rôle d'Alexandre dans une série télévisée 2 ans auparavant. Shatner a également rendu Kirk plus drôle. Il voulait alléger les choses, car il trouvait le pilote initial trop lourd. Kirk a gagné en nuances grâce à cette comédie. Il n'est plus seulement un capitaine sombre. Il avait la capacité de plaisanter, de rire et d'établir un lien personnel avec son personnel. Grâce à sa force et à son sens de l'humour, Kirk était une figure populaire. Le jeu d'acteur de Shatner a été mis à l'épreuve dans l'un des premiers épisodes. Kirk a deux facettes de sa personnalité. L'une bonne, l'autre mauvaise. Shatner a dû interpréter Kirk sous ces deux angles. Et il l'a fait d'une manière qui a mis en évidence la complexité du personnage. Dans cet épisode, un événement imprévu s'est produit. L'un des mouvements caractéristiques de Spock, le pincement du cou Vulcain, a été inventé par Nimoy. L'inventivité de l'équipe ne s'est pas limitée à cela. Lutte et vie personnelle après Star Trek. Ensemble, William Shatner et Leonard Nimoy révisaient fréquemment les scénarios, ce qui entraînait à la fois des problèmes importants et une magie créative. Pendant The Trouble with Tribbles en 1967, ils ont changé leur discours pendant 14 heures d'affilée, uniquement pour Kirk et Spock. Le fait que les répliques des autres personnages aient été omises a irrité David Gerrold, qui a écrit l'épisode. Dès la 3e saison, le reste de l'équipe en est devenu à appeler la série The Shatner-Nimoy Show pour plaisanter en raison de la fréquence des réécritures. Mais ce n'était pas toujours une plaisanterie. Le 8 mars 1968, ils ont eu un vif désaccord avec le réalisateur de The Paradise Syndrome. Nimoy estimait que le scénario de la perte de mémoire de Kirk devait être plus discret, tandis que Shatner voulait qu'il soit dramatique et passionné. Le tournage a été interrompu pendant des heures à cause de l'altercation, jusqu'à ce que le producteur Gene Roddenberry intervienne pour désamorcer la situation. Des conflits de ce type ont montré à quel point leurs réécritures ont eu un impact sur chaque personne présente sur le plateau. Les cinéastes et les scénaristes n'étaient pas les seuls à être offensés par les actions de Shatner. Cela a parfois conduit à des problèmes avec les acteurs. Le 15 septembre 1966, un incident notoire se produit pendant la production de The Man Trap. Shatner s'est déplacé à plusieurs reprises dans les plans de caméra de Nimoy parce qu'il estimait que ce dernier prenait trop d'attention. 17 fois exactement. Des reprises ont été nécessaires et la tension était telle que Nimoy a menacé de quitter le plateau si cela ne s'arrêtait pas. Un autre événement important s'est produit pendant Plato's Stepchildren en 1968, lorsque Kirk et Uhura ont partagé un baiser interracial historique, inquiet de la réaction du public. Shatner a demandé qu'une version soit filmée sans le baiser. Cependant, l'actrice d'Uhura, Nichelle Nichols, pensait que le baiser était important. Elle et Shatner ont gâché toutes les prises sans le baiser, afin que les producteurs ne puissent pas utiliser la version sans baiser, obligeant le studio à utiliser la version réelle. Cet incident est entré dans l'histoire de la télévision. Tout le monde a eu du mal à tourner Star Trek. Les journées duraient souvent 16 heures ou plus. Le cas le plus éprouvant s'est produit lors du tournage de The Doomsday Machine en 1967, lorsque l'équipe et les acteurs ont travaillé pendant 22 heures sans relâche pour terminer la série. Shatner commençait souvent sa journée de travail vers 5h30 du matin et attendait minuit pour se rendre aux produits de beauté. Les heures de travail acharnées ont fini par l'épuiser.
Après 18 heures passées sur le plateau de The Tholian Web, Shatner fait une dépression le 3 octobre 1968. Il jette son scénario et refuse de continuer si on ne lui donne pas une chance. Il en résulta une nouvelle réglementation imposant des temps de pause, bien que le rythme rigoureux ne se soit jamais vraiment ralenti. La vie personnelle de Shatner a beaucoup souffert de tout ce travail. Pendant Star Trek, son premier mariage avec Gloria Round a pris fin. Dans une interview réalisée en 2018, Shatner a reconnu avoir manqué 217 repas de famille sur une période de 3 ans, y compris le 5e anniversaire de sa fille Leslie en 1968. In 1967, Il a même manqué le jour de Noël pour tourner les reshoots de The Gamesters of Triskelion. Lorsqu'il manque la représentation scolaire de leur fille Elizabeth le 12 avril 1968, en raison d'une nouvelle séance de révision avec Nimoy, Gloria devient encore plus furieuse. Elle demande le divorce en juin 1969, juste après la fin de la série, affirmant que ses fréquentes absences et son détachement émotionnel sont intolérables. Plus tard, Shatner a exprimé des remords pour le temps qu'il avait perdu avec sa famille, y compris les 47 week-ends passés avec ses enfants au cours de ces années. La vie de William Shatner a pris un tournant radical en 1969 avec la fin de Star Trek. Bien que la série soit suivie par un petit nombre de fans dévoués, elle n'est pas parvenue à se maintenir. Shatner a du mal à trouver un emploi d'acteur après l'annulation de l'émission. Son incapacité à être perçu comme autre chose que le capitaine Kirk lui a rendu difficile l'obtention de nouveaux rôles. Il y a quelques années encore, il était considéré comme une étoile montante, et on l'avait même surnommé le nouveau Marlon Brando. Il n'a plus de travail et ne sait plus quoi faire. La situation s'aggrave au début des années 1970. Shatner est contraint d'accepter tous les rôles qu'il peut, même s'il s'agit de films à petit budget qui ne font pas avancer sa carrière. Il joue dans des films tels que Kingdom of the Spiders, The Devil's Reign et Big Bad Mama. Il avait besoin d'argent, mais il ne voulait pas travailler sur ce genre de tâches. Il lui est devenu encore plus difficile d'échapper à l'étiquette qui le suivait depuis Star Trek, car beaucoup ont commencé à le considérer comme un acteur de science-fiction et d'horreur. Il a eu du mal à subvenir aux besoins de ses 3 enfants, qui vivaient à Beverly Hills avec leur mère, parce qu'il n'avait pas de source de revenus fiable. Shatner finit par vivre dans une caravane dans la vallée de San Fernando tant il était appauvri. Il a par la suite qualifié cette période de sa vie de « juste cette période », car il avait beaucoup de mal à en parler. L'ancien acteur de renom était désormais sans domicile fixe et essayait de gagner de l'argent par tous les moyens possibles. Shatner acceptait n'importe quel travail, aussi humiliant soit-il, pour joindre les deux bouts. Pour gagner un peu d'argent, il se présentait à de petits rassemblements ou à des fêtes. Un jour, à Noël, il n'avait plus d'argent pour acheter des cadeaux à ses enfants. Il a préféré emballer ses possessions, comme son phaser Star Trek, et les offrir en cadeau. Carrière et influence sur Star Trek. Malgré cette période déprimante et humble, Shatner persiste. Puis tout a changé en 1979. Shatner reprend son rôle de capitaine Kirk dans le nouveau film Star Trek. À l'époque, le film était l'un des plus coûteux jamais produits, avec un budget de 35 millions de dollars. Cependant, lorsque la guerre des étoiles est devenue un énorme succès en 1977, Paramount a choisi de tourner un film au lieu de la nouvelle série télévisée Star Trek qu'elle avait initialement prévue. Shatner hésite d'abord à revenir, mais il se laisse convaincre par la perspective d'un salaire substantiel et d'une participation créative à l'écriture. À l'âge de 48 ans, il s'est efforcé de se remettre en forme, perdant 25 kilos grâce à des exercices et à une alimentation rigoureuse. Mais le tournage n'a pas été simple. Le scénario évoluait constamment. Il arrivait que des scènes soient tournées le même jour. Shatner se disputait fréquemment avec le réalisateur et les auteurs sur des concepts, comme une scène dans laquelle Kirk saute audacieusement dans l'espace. Malheureusement, des problèmes de sécurité et de financement l'ont empêché d'avoir lieu. Malgré ces difficultés, le film est sorti en décembre 1979, avec beaucoup d'impatience. L'interprétation de Kirk par Shatner a été saluée pour sa plus grande maturité tout en restant fidèle au rôle. Malgré des recettes respectables de 139 millions de dollars dans le monde entier, le film n'a pas été un grand succès. Avec la sortie de Star Trek II, La colère de Khan en 1982,
les choses ont pris une autre tournure. Malgré un budget moindre, le film a rapporté 95,8 millions de dollars et a été salué comme l'un des meilleurs de la série. Avec 13 sorties entre 1979 et 2016, la série de films Star Trek est devenue un phénomène de grande ampleur. Cependant, l'influence de Star Trek ne s'est pas limitée à la vente de billets. Des expressions comme « vivre longtemps et prospérer »,« téléportez-moi » et « Scotty » sont devenues courantes. Même la technologie actuelle, comme le concours visant à mettre au point un tricordeur médical fonctionnel, a été influencée par la série. Cependant, malgré tout ce succès, les choses n'ont pas toujours été faciles. L'une des tâches les plus difficiles a été la réalisation de Star Trek V, The Final Frontier, en 1989. Il souhaitait que l'équipage de l'Enterprise entreprenne une quête profonde et significative pour trouver Dieu. Cependant, le studio a désapprouvé sa proposition et l'a forcé à la modifier. Shatner a déclaré des années plus tard qu'il n'était pas prêt à assumer un travail d'une telle ampleur. « Dans mon esprit, j'ai échoué lamentablement », a-t-il remarqué. Il a porté cet échec pendant de nombreuses années. Les problèmes liés au film ont commencé très tôt. Shatner avait imaginé une conclusion spectaculaire dans laquelle d'énormes monstres rocheux émergeraient d'une montagne. Cependant, la création de ces animaux était trop coûteuse. Les costumes des animaux coûtaient 250 000 $ chacun, et le budget ne permettait pas de produire 10 costumes. Par conséquent, la séquence a été réduite, ce qui l'a fait paraître ringarde et peu convaincante. De plus, Industrial Light and Magic, la principale société d'effets spéciaux, n'a pas pu apporter son aide en raison de ses engagements dans d'autres grands films, comme Indiana Jones et La Dernière Croisade. Pour les effets spéciaux, Shatner a dû faire appel à une équipe plus réduite, mais leur travail n'a pas été à la hauteur de ce à quoi les spectateurs de Star Trek étaient habitués. Des conflits de casting ont également rendu la production du film difficile. Plus tard, George Takei a affirmé que Shatner était mal à l'aise face à l'attention portée à Spock. Joué par Leonard Nimoy, la personnalité énigmatique de Spock était adorée par les fans, et Shatner se sentait éclipsé. En raison de ces conflits, il est plus difficile pour Shatner de gérer ses rôles de réalisateur et de vedette du film. Bien qu'il se soit efforcé de donner aux autres personnages leur propre moment, comme la séquence d'évasion de Scotty et la danse des fans d'Uhura, le film n'a pas été sauvé par ses seuls moments. Malgré les 33 millions de dollars dépensés pour sa production, le film n'a rapporté que 63 millions de dollars au niveau mondial, ce qui est loin d'être un succès. La carrière de William Shatner a pris un tournant surprenant après Star Trek. Il joue dans le drame policier T.J. en 1982. Hooker. Il y incarne un sergent de police bourru et déterminé, Thomas Jefferson Hooker, ce qui constitue un changement important pour lui. Au début, Shatner n'était même pas intéressé par le rôle. Il l'a refusé à 3 reprises. Mais Rick Husky, le créateur de la série, persiste, afin de mieux s'adapter à Shatner. Il a révisé le scénario du pilote. Et le succès est au rendez-vous. Au bout d'un certain temps, Shatner a accepté et la série a décollé, attirant plus de 20 millions de téléspectateurs par semaine. L'engagement de Shatner a été l'un des facteurs du succès de la série. Il exigeait de réaliser lui-même toutes ses cascades, y compris les plus risquées. Dans un scénario, il s'est suspendu à un hélicoptère à 2000 pieds de hauteur. Cette volonté de réalisme a eu un prix. Il a subi de nombreuses blessures, dont une commotion cérébrale et une côte cassée. Heather Locklear, qui a fait ses débuts dans la 2e saison, a également été présentée dans l'émission. Les téléspectateurs ont été attirés par son alchimie avec Shatner. Alors que la carrière de Locklear décolle, Shatner devient son mentor en dehors de l'écran, l'aidant à faire face à la lumière des projecteurs. La popularité de T.J. Hooker a dépassé les frontières de la télévision. Il est également devenu un phénomène culturel. Un jeu de société, des jouets d'action et même une bande dessinée basée sur l'émission sont disponibles. Shatner a été invité à prendre la parole à l'Académie du FBI en Virginie, en raison de la façon convaincante dont il représentait les forces de l'ordre. Même son travail ultérieur dans Boston Legal a été influencé par cet événement. Le travail de Shatner en tant que porte-parole de Priceline, en 1997, a été très différent.
Il s'agissait au départ d'un contrat de 6 semaines dans lequel il incarnait le négociateur excentrique connu sous le nom de Negotiator. Sa collaboration avec Priceline s'est poursuivie pendant 22 ans et les publicités ont connu un grand succès. Shatner a choisi une fois d'être payé en actions plutôt qu'en espèces. Les actions de Priceline auraient valu 600 millions de dollars lorsque ces actions ont grimpé en flèche. Bien que Shatner n'ait jamais reconnu les avoir vendues, cela a contribué au mythe de son sens aigu des affaires. Les publicités de Priceline sont devenues célèbres pour leur inventivité et leur caractère comique. Lorsque le personnage de Shatner a péri dans l'explosion d'un bus dans une publicité de 2012, les téléspectateurs ont été surpris. Shatner a en fait part d'un rêve qu'il avait fait à la société. D'où l'idée. Shatner a enregistré plus de 100 publicités. Priceline au fil des ans, dont une remarquable en 2019 qui rendait hommage à ses origines Star Trek, en le faisant effectuer des transactions sur un monde exotique. Une vie de réalisation. L'un des retours les plus importants de l'histoire de la télévision, c'est produit lorsque Shatner a joué le rôle de Denny Crane dans Boston Legal de 2004 à 2008. Shatner a d'abord refusé d'accepter le poste parce qu'il pensait que cela représenterait trop d'efforts pour quelqu'un de son âge. David E. Kelly, le créateur de la série, l'a persuadé de jouer le rôle, bien qu'il ait 73 ans à l'époque, en lui promettant de le personnaliser. Personnage légendaire. Denny Crane était connu pour ses manières farfelues et sa phrase d'accroche. Denny Crane. De nombreux passages humoristiques du personnage ont été improvisés par Shatner. Et les auteurs ont même prévu ces moments Shatner dans le scénario. Le lien entre Denny Crane et Alan Shore, le personnage de James Spader, a été crucial pour le succès de la série. Leurs discussions nocturnes sur le balcon, en sirotant du scotch et des cigares, ont été un élément déterminant de l'émission. Ces séquences ont un air de rêve et d'intimité, car elles ont souvent été tournées tard dans la nuit. Grâce à sa performance, Shatner est devenu l'acteur le plus âgé à remporter 2 Emmy pour un rôle dramatique. Le développement artistique de Shatner s'est poursuivi par la suite. L'étrange album de spoken word The Transformed Man, sorti en 1968, a marqué le début de sa carrière musicale et a depuis développé un culte. Cependant, en 2004, il a choqué les critiques avec l'album Has Been, produit par Ben Folds, qui présente une véritable profondeur musicale. À l'âge de 74 ans, Shatner a interprété en direct le tube surprise Common People au Festival de Glastonbury. Shatner est l'auteur de plus de 30 romans, dont la série à succès Tech War, qui a servi de base à un jeu vidéo, à des bandes dessinées et à une série télévisée. Il a également interviewé des experts tels que Stephen Hawking pour son livre I'm Working on That, qui explore la relation entre la science-fiction et la science réelle. Les mémoires poignantes de Shatner, Leonard, sur sa relation avec Leonard Nimoy, ont été publiées en 2016. De nombreux fans ont été émus par la description de leur proximité, mais le livre a également révélé la tragique réalité de leur brouille avant le décès de Nimoy. À 90 ans, Shatner n'a pas ralenti son rythme de vie. Son album The Blues, qui comprend des collaborations avec des musiciens de renom, a été publié en 2020. Dans son livre Boldly Go, Reflections on a Life of Awe and Wonder, publié en 2022, il a également fait part de ses réflexions sur sa vie et sa carrière. Shatner continue de repousser les limites, tant à l'écran qu'en dehors, comme en témoignent les récits de son voyage dans l'espace en 2021 avec Blue Origin. Vie amoureuse. À l'instar de ses personnages, la vie amoureuse de William Shatner a été dramatique. Il a épousé Gloria Rand en 1956, marquant ainsi le début de son premier mariage. Sa carrière d'acteur ne faisait que commencer à l'époque. Leslie, née en 1958. Elizabeth, née en 1961. Et Melanie, née en 1964, sont les 3 filles qu'ils ont eues ensemble. Cependant, leur relation a commencé à se détériorer à mesure que la célébrité de Shatner, acquise grâce à Star Trek, s'est accrue à la fin des années 1960. Plus tard, il a reconnu qu'il n'appréciait pas son mariage car il était trop occupé à subvenir aux besoins de sa famille. En 1969, l'année où Star Trek a pris fin, ils ont divorcé. Shatner a épousé Marcy Lafferty en 1973. Ils ont passé des années à élever ensemble des chevaux de concours, car ils étaient tous deux passionnés par les chevaux.
Leur amour mutuel pour les chevaux a perduré même après leur divorce en 1996. Après le divorce, Shatner a dû consentir à envoyer à Marcy le sperme frais et refroidi de leurs meilleurs chevaux. C'est un aspect particulier mais précis de leur histoire qui démontre l'importance des chevaux dans leur vie. Noreen Kidd était le sujet de son 3e mariage, qui s'est terminé tragiquement mais amoureusement en 1997. Shatner pensait pouvoir l'aider à surmonter sa dépendance à l'alcool, alors que d'autres lui déconseillaient de l'épouser. « Je l'idolâtrais et je pensais pouvoir la guérir », a-t-il déclaré par la suite. Malheureusement, leur histoire s'est terminée en tragédie. 2 ans après leur mariage, en 1999, Shatner rentre chez lui et découvre Noreen dans leur piscine. Elle avait consommé de la bière et du Valium. Elle s'était noyée et sa mort avait été déclarée accidentelle. Il l'a sortie de l'eau et a tenté de la sauver, a expliqué Shatner. Il a été extrêmement attristé par les dures suspicions qui ont été propagées par la suite par les médias et qui suggéraient qu'il aurait pu être impliqué. En mémoire de Noreen, il a créé une association caritative pour soutenir les femmes qui luttent contre la toxicomanie. Shatner a épousé Elizabeth Martin en 2001. Leur relation a semblé stable et satisfaisante pendant plus de 2 décennies, jusqu'à ce qu'elle se termine par un divorce en 2020. Mais ce n'était pas la fin. Ils se sont réconciliés quelques années plus tard. Shatner a révélé qu'ils vivaient à nouveau ensemble en 2024. Il a précisé que même s'ils vivaient ensemble en tant que partenaires, ils ne s'étaient pas officiellement remariés. Il a appelé Elizabeth la joie de vivre et a affirmé qu'ils avaient trouvé le moyen de se soutenir l'un l'autre sans commettre 2 fois les mêmes erreurs. Malgré les hauts et les bas de ses mariages, Shatner a toujours entretenu une relation étroite avec ses filles. Même s'il était souvent préoccupé par son travail, il a déclaré que ses enfants se souviennent de lui comme d'un père attentif. Suivant ses traces, ses filles ont toutes fait de brèves apparitions dans des projets liés à Star Trek. Shatner apprécie également d'être grand-père. Il affirme que passer du temps avec ses petits-enfants, leur raconter des histoires et créer des souvenirs est l'un des plus grands plaisirs de sa vie. La vie de Shatner est une histoire de persévérance malgré les joies et les peines. À 93 ans, il embrasse l'amour et la famille, démontrant ainsi qu'il n'est jamais trop tard pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. Nous aimerions savoir ce